l'Afrique n'a toujours pas réussi à en faire le moteur du développement. Pourquoi l'Afrique n'a toujours pas réussi à en faire le moteur du développement? Parce que depuis de nombreuses années, on parle énormément du défi de la transformation, parce qu'effectivement, encore une fois, nous sommes régulièrement critiqués sur le fait que nous exportons des produits bruts, que nos produits agroalimentaires souvent ont une grande perte de récolte parce qu'on n'arrive pas à les transporter sur les marchés, parce qu'on n'arrive pas à les conserver. Donc, ce défi de la transformation est extrêmement important, d'où la thématique d'aujourd'hui est-ce que l'Afrique pourrait réellement gagner le pari de la transformation? Est-ce que l'Afrique pourra réussir à faire de cette agriculture un moteur du développement en réussissant à transformer ses produits, à en faire de la valeur ajoutée locale? Donc, c'est autour de ces thématiques que nous allons discuter avec un certain nombre d'experts de premier plan que Khadija vous a déjà présenté en introduction, mais je vais continuer la présentation. Et bien sûr, nous avons M. Debar qui représente la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, qui nous parlera de cette fondation et de ses actions, puisqu'il mène de nombreuses actions en Afrique. Et nous avons également des acteurs gouvernementaux, puisque nous avons avec nous M. Redouane Arache du ministère de l'Agriculture du Maroc, qui est directeur de la stratégie et des statistiques, et donc qui nous parlera également de cette expérience marocaine. Nous avons aussi M. Rabelais Yambari Yankari du ministère, inspecteur général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun, qui est censé être notre hôte de ce Africa Agri-Forum, mais qui aura le plaisir de nous recevoir cet été physiquement. Et nous aurons aussi M. Elder Muteo de la FAO, acteur multilatéral qui intervient beaucoup sur le continent pour tout ce qui est agriculture et alimentation. Donc, ma première question que je vais lancer à tous en faisant le tour de table, c'est de dire oui, aujourd'hui, l'agriculture africaine a beaucoup de défis et parmi ces défis, la transformation est un défi majeur. Selon vous, quels sont les grands enjeux de la transformation de l'agriculture en Afrique? Donc, je vais commencer par M. Debar. M. Debar, si vous pouvez en quelques petits mots nous parler de farm et ensuite réagir sur ce point-là dans un premier tour de table. Je vous demande chacun 2-3 minutes juste pour ce premier tour de table d'introduction. Très bien. Je commence donc. Merci. Merci à tous. Merci de votre invitation. La Fondation Farm est basée dans la région parisienne. C'est une fondation qui existe depuis une quinzaine d'années à peu près. Fondation reconnue d'utilité publique, qui est financée par un certain nombre d'entreprises, à commencer en grande partie d'ailleurs par le Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole, le groupe bancaire bien connu. La Fondation Farm réalise essentiellement des études et des expertises sur les systèmes alimentaires, en grande partie d'ailleurs en direction de l'Afrique. Et nous intéressons en particulier aux politiques agricoles qui sont menées sur le continent et aux efforts que font les gouvernements, que font les bailleurs, en particulier donc en direction des entreprises agroalimentaires, des producteurs agricoles aussi bien sûr, mais également en direction des entreprises de transformation. Ce que je voudrais dire, Monsieur Diop, pour commencer à répondre à votre grande question, votre vaste question, c'est de noter d'abord, peut-être presque dans le titre même de la conférence, une sorte de jeu de mots. On parle de transformation et transformation, c'est-à-dire transformation du système agricole, agroalimentaire africain, et puis la transformation, plus précisément, des produits agricoles. Et c'est un jeu de mots qui, je crois, est tout à fait productif parce qu'on sait bien qu'il n'y aura pas de transformation de l'agriculture africaine s'il n'y a pas plus de transformation de produits agricoles pour créer de la valeur ajoutée et pour créer des emplois. Alors, deux ou trois mots, effectivement, comme introduction, et
Et puisque c'est l'introduction, et peut-être c'est pas mal, me semble-t-il, d'être un petit peu provocant, je ne sais pas, mais en tout cas un peu fort. J'aime bien être provocant, donc Voilà. allez-y, allez-y. Donc voilà. Ce que je dirais, parce que on peut se poser la question, effectivement, au fond, cette question qui est suivie de la conférence, ça fait un petit moment qu'on en parle. Ça fait même plusieurs années, pour ne pas dire 10 ans, 15 ans ou plus. Bon. Et pourquoi, au fond, on a l'impression, qui est peut-être n'est pas entièrement vrai, que les choses progressent peu, puisqu'on continue à se poser la même question. Alors d'abord, première chose, je crois que bon, on va être confronté constamment au cours de ces débats-là à une chose, c'est que voilà, on parle Afrique alors que c'est bien l'Afrique, c'est plus d'une cinquantaine d'États qui chacun. Voilà. Alors c'est une banalité, on va pas le redire à chaque fois, il faut le dire une fois pour toutes, mais on va parler en général, on va parler en moyenne en quelque sorte, et on sait bien qu'il sera probablement facile de trouver un contre-exemple ou de trouver au contraire des choses qui vont à l'appui de cet aperçu un petit peu moyen. Bon. Cela étant dit, ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'en fait, cette priorité qui est souvent affichée en faveur de la transformation agricole en Afrique, en réalité, je pense que ce n'est pas une vraie priorité. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde les faits, quand on regarde quelques chiffres, il me semble en effet que les gouvernements et beaucoup de bailleurs en réalité également ne font pas en faveur de l'agriculture, de l'agroalimentaire, ce qu'on dit qui est fait ou ce qu'on dit qui devrait être fait. Je vais prendre simplement un ou deux exemples. Sur le côté de la production agricole, vous le savez, les gouvernements africains se sont engagés à Malabo en 2014 et en réalité bien avant, à Maputo en 2003, consacrer au moins 10% de leur budget à l'agriculture. Le chiffre moyen pour l'agriculture, c'est 3%. Et quand vous regardez les rapports de l'Union africaine, il y a une poignée de pays, une petite poignée de pays qui atteignent ce chiffre de 10%, sans parler d'ailleurs des autres objectifs qui sont très loin d'être atteints. Il y a bien sûr bien autre chose qu'on peut regarder. Par exemple, les protections à l'importation qui sont quand même pour beaucoup de produits relativement faibles sur le continent africain, j'entends par rapport au reste du monde. On reviendra sur ces questions à l'occasion bien sûr de la discussion sur la zone de libre-échange. D'une manière générale, le soutien aux producteurs est faible, pour ne pas dire extrêmement faible par rapport à d'autres régions en développement, que l'on parle de la Chine ou que l'on parle de l'Inde, ou d'autres régions encore. Et puis enfin, peut-être plus précisément sur le sujet qui nous intéresse, qui est celui de la transformation de produits agricoles, moi, il me semble que le maillon central qui fait que ce combat peut être gagné ou pas, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler PME, petites et moyennes entreprises. C'est elles qui, selon les estimations, représenteraient à peu près 20 à 25% de l'emploi total en Afrique. C'est donc absolument considérable. Là encore, bien sûr, avec des chiffres variables. Est-ce que ce secteur-là est une priorité? Non, ce secteur-là n'est pas une priorité. Ce secteur a d'énormes besoins, il a d'énormes potentiels de création de valeur et d'emploi. Il n'est pas une priorité en termes de crédit, il n'est pas une priorité en termes de formation ou d'assistance technique. Je m'arrête là pour l'instant, peut-être, à moins que vous souhaitiez que je continue un petit peu. Non, non, c'est très bien, parce que là, vous posez un vrai sujet en disant aujourd'hui, on en parle, mais en fait, oui, on n'a pas l'impression que les pouvoirs publics et les acteurs en font une priorité, parce que d'une part, les engagements de Maputo et de Malabo, très peu le respectent, et d'autre part, l'écosystème qui doit supporter les acteurs pour aller vers cela n'est pas prêt à le faire. Et ça tombe bien d'entrer avec cet axe-là, puisqu'on a avec nous des acteurs gouvernementaux. Donc, j'interpellerai d'abord M. Rablé Yankam du Cameroun, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, d'abord sur les enjeux de la transformation pour le Cameroun, et aussi pour réagir sur ces non-respects des engagements pris par rapport à Maputo et ensuite Malabo. Et on en parlait il y a quelques semaines dans une autre
table ronde avec justement Madame Josepha Sako, la commissaire de l'Union africaine en charge de l'agriculture, qui insistait sur le fait que beaucoup de pays, justement, ne respectent pas les engagements pris. Donc, Monsieur Yamkam, les enjeux de la transformation, selon votre perspective, et aussi sur ce pavé jeté dans la mare par Monsieur Debar sur le fait que les États, en tout cas, dans la pratique, on a l'impression qu'ils n'en font pas une vraie priorité. Votre micro est désactivé. Oui, merci. Ça va, vous m'écoutez? Très bien. Très bien. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien. Voilà, je m'excuse déjà parce que j'ai de sérieux problèmes de connexion ici, donc je suis sur mon téléphone et certainement à tout moment, je pourrais être coupé. Merci déjà pour l'invitation et je vais tout de suite répondre à vos deux préoccupations. La première qui est celle des enjeux de la transformation, ça c'est vrai. Et le deuxième aspect concerne les engagements pris au niveau régional ou international. Il faut dire qu'en réalité, l'avenir du secteur agricole de nos pays respectifs n'est assuré que si vraiment nous promouvons le développement de la chaîne de valeur, qui passe inéluctablement par la transformation des produits. J'étais très d'accord avec le précédent orateur qui a fait des précisions sur la transformation. Parce que le concept, on parle de transformation des produits, mais on parle de transformation du secteur en général. Mais ici, je parle de la transformation des produits, parce que c'est par cette transformation que nous pouvons gagner de la richesse dans le secteur agricole et créer les emplois. Ça, c'est connu. Mais alors, comment ça se fait que depuis des décennies, ces enjeux sont bien connus, mais que malheureusement, on ne puisse pas taper un peu du pied dans la fourmilière? Moi, je dirais simplement que c'est une question des politiques agricoles. Politique nationale d'abord et politique agricole. Quelle est la priorité qui est accordée au secteur agricole et quelles sont les contraintes d'efficacité de mise en œuvre de ces politiques? Ça, moi, je pense que jusqu'ici, je parle peut-être pas comme porte-parole du ministère de l'Agriculture, non. Je parle ici, je prends la parole comme observateur de la chose politique. Expert du secteur. Oui, c'est ça. Moi, je pense que les enjeux sont bien connus, mais il y a comme une sorte de volonté à ne pas mener nos pays dans des politiques qui promeuvent la transformation. Mais la transformation se heurte à un problème important à l'heure actuelle, c'est celui de l'absence d'une masse critique de produits du cru qui doivent être transformés. Oui, nous voulons transformer, mais où est la matière première? La structure du secteur agricole, par exemple au Cameroun, est faite de trop petits producteurs qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire national et qui posent réellement un problème de collecte des données, des produits. Collecte des produits et je dirais même normalisation des produits. Alors, si une usine de transformation s'installe, elle risque ne fonctionner que 20% de son temps parce que justement, le prix de la collecte est effectivement élevé. Donc, il y a des choses qu'il faut faire à la base pour créer, n'est-ce pas, les conditions d'une production de masse qui permet donc à la fois à l'agriculteur d'avoir des coûts unitaires qui sont compétitifs, mais qui permettent aussi, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont en aval de la production du cru de pouvoir, n'est-ce pas, disposer de la masse critique nécessaire, de la quantité de matières premières nécessaires qui puissent faire tourner les usines, n'est-ce pas, sur l'ensemble de l'année. Ça, je pense que c'est un préalable qui n'existe pas. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a des initiatives qui sont faites au niveau local
au niveau de la petite transformation pour essayer quand même de donner de la valeur ajoutée aux produits agricoles. Mais moi, j'apprécie ces initiatives, mais il n'y a pas un impact, n'est-ce pas, sur l'économie agricole globale et tout est toujours à recommencer. Donc, je crois qu'il faut regarder le niveau, le côté de la production, l'organiser, structurer pour avoir, n'est-ce pas, des niveaux de production de masse. Et pour cela, il faut utiliser des technologies innovantes, des technologies hautement productives. Je parlerai par exemple des engrais, je parlerai de la mécanisation, je parlerai de la maîtrise de l'eau. C'est quand on a fini de faire cela qu'on dispose vraiment des produits du cru qui nous permettent de faire de la transformation. Mais de l'autre côté, le côté du marché, un, où est le marché? Et deux, comment arriver sur les marchés? C'est très important. Tous les bassins de production sont enclavés. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de communication. Comment est-ce qu'un transformateur peut être au courant, n'est-ce pas, des stocks qui existent dans tel coin ou dans tel coin? Parce que l'infrastructure, n'est-ce pas, est défaillante et ne peut donc pas permettre de réaliser le rêve africain qui est celui de la transformation des produits agricoles. Et je partirais même, j'irais très loin. Nous avons aujourd'hui l'Afrique qui est premier producteur de cacao, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on fait de ce cacao? Nous nous contentons, n'est-ce pas, d'exporter en fait la valeur ajoutée et d'exporter les emplois. À quoi le continent africain, en quoi le continent africain gagne-t-il d'être premier producteur de tel ou de tel? Je crois qu'il y a un problème de volonté politique manifeste. Qui est le moteur de l'économie? Je sais que les gouvernements sont confrontés à des problèmes de choix stratégiques parce que contraints par les budgets. Mais si nous réfléchissons bien et que nous voyons que le secteur agricole est un secteur d'entraînement, mais on peut se concentrer sur ce secteur et le sortir, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Moi, je vois l'Afrique avec 1,2 milliard d'habitants. C'est 1,2 milliard de consommateurs, mais qui consomment plus de 60% des produits consommés viennent de l'extérieur, viennent des pays où l'agriculture est soutenue. C'est pourquoi je suis très d'accord avec le précédent orateur qui parlait de soutien aux producteurs. Moi, je vais vous donner un chiffre. Nous avons calculé ce soutien aux producteurs pour le Cameroun qui n'était à peine de 2%, alors que dans les pays de l'OCDE, il avoisine 40%. Donc, ça veut dire que nous avons même une agriculture qui ne peut pas être compétitive face, n'est-ce pas, aux produits qui viennent de l'extérieur. Et notre malheur, c'est qu'en réalité, nous signons des accords commerciaux et parfois on se demande est-ce qu'on a réfléchi avant de signer ces accords commerciaux? Quand nous signons les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, mais il y a de fortes chances que nos économies ne sont pas suffisamment construites pour pouvoir faire face à la concurrence des produits qui viennent de l'Union européenne. Oui. Nous avons encore les industries naissantes et donc il faut les protéger. Alors, moi, je pense qu'il y a un problème de politique agricole. Je vais rapidement sur le deuxième problème, la deuxième préoccupation, oui, qui était celle des engagements pris. Mais en fait, finalement, de qui se moque-t-on? Parce que moi, je ne comprends pas. À quoi servent ces engagements? Maputo, oui, 10% pour le secteur agricole. Mais le secteur agricole bénéficie de combien? Mais on a l'impression finalement que nous avons un discours qui ne colle pas avec la réalité. Aujourd'hui, le secteur agricole est toujours considéré comme le secteur dans lequel tout le monde, tous ceux qui ont raté leur vie dans les autres secteurs peuvent venir investir. Mais pourtant, c'est un secteur de professionnels. Il faut le rendre professionnel pour comprendre bien que nous avons besoin de le soutenir. Donc, à mon sens, je crois que nous devons, n'est-ce pas, prendre les engagements et les respecter. Si nous ne les respectons pas, ça ne sert à rien de prendre des engagements. Et il faut donc comment je vais dire, des approches coercitives pour amener, n'est-ce pas, tous les gouvernements à pouvoir respecter les engagements pris. Je suis bien conscient des contraintes du gouvernement, mais je pense quand même que ventre affamé n'a point d'oreille. Si le secteur agricole, n'est-ce pas, si le secteur agricole continue d'être considéré comme il l'est aujourd'hui, mais il n'y a pas d'espoir pour l'Afrique. Hein. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, M. Nyankam, pour ce
ce discours très franc et qui rejoint un peu les interrogations de M. Debar sur la volonté effective de transformer. Vous rappelez qu'effectivement, aujourd'hui, il est essentiel qu'on parle de transformation dans le cadre du développement de la chaîne de valeur si on veut faire de l'agriculture africaine une agriculture avec une acteur de développement et avec une croissance inclusive. Mais derrière, effectivement, vous confirmez qu'il y a un vrai sujet lié à cette volonté d'y aller, même si à côté, nous avons des contraintes de masse critique de production et aussi de contraintes de marché, mais il y a aussi et surtout une problématique de volonté. C'est vrai qu'il se peut que ce soit plus simple d'exporter des produits bruts que de mettre en place toute une dynamique de transformation. J'aimerais faire réagir Monsieur Arash sur le sujet. Je sais que au Maroc, on a eu aussi cette problématique liée à cette dispersion des agriculteurs et de la production, les petits producteurs. Et un des modèles a été de construire le modèle de l'agrégation. Si vous pouvez réagir sur les défis de la transformation, sur la volonté politique et justement quels enjeux pour cette transformation d'Afrique. Merci et encore une fois très ravi d'être parmi vous dans ce débat intéressant et franc. Je saute aussi sur l'intervention de M. Debar sur la nécessité de, disons, l'impératif de la transformation agricole pour transformer l'agriculture. Et donc, pour la dialectique du débat, j'inverserai aussi, moi, de mon côté, l'idée et je dirais que pour réussir le pari de la transformation agricole, il faut transformer l'agriculture. C'est très important. Et sans une agriculture transformée, on ne peut pas réussir la transformation des produits agricoles. Jusqu'à présent, nous sommes, que ce soit au Maroc ou en Afrique, nous sommes heureux de voir la croissance dans le secteur agricole. C'est vrai, il y a beaucoup de croissance. On a remarqué ça sur ces 10 dernières années. Et même avant, mais est-ce que la croissance est suffisante? Moi, je ne pense pas. Il faut des mesures complémentaires qui rendent le secteur plus résilient, plus durable et prêt à relever les défis de la transformation des produits. Les enjeux, à mon avis, sont nombreux. Je dirais qu'il y a un enjeu aussi de compétitivité des produits parce que mon collègue qui a pris la parole avant moi a parlé des matières premières. C'est un enjeu majeur, à mon avis. Aujourd'hui, au Maroc, lorsqu'on prend l'analyse de la compétitivité des exportations des produits transformés, le point d'achoppement, c'est la matière première. Aujourd'hui, les politiques agricoles permettent aux agriculteurs de toucher sur certains produits d'exportation des prix élevés et qui ne permettent pas aux industries d'être compétitifs à l'échelle internationale. Maintenant, pourquoi ils ne sont pas compétitifs, c'est un autre débat. C'est vrai que dans les pays ou sur les marchés d'exportation, le sujet, c'est la subvention. Soyons clairs et soyons francs. On ne peut pas être compétitif sur des marchés, par exemple, qui donnent des subventions très conséquentes. En Europe, par exemple, les aides directes aux producteurs. Les aides directes aux producteurs, ça y est, la compétitivité sur le lait ou sur d'autres produits devient à l'avantage des entreprises européennes. La même chose, on le voit en Inde. Les subventions qui sont données au riz sont énormes. La subvention des stocks. Aujourd'hui, on peut importer du riz, par exemple, en Afrique, au Maroc, avec des prix qui sont beaucoup inférieurs au coût de production qui est réalisé dans les pays africains. Donc, ça, c'est l'enjeu de la matière première. Il y a aussi l'enjeu d'infrastructure et l'enjeu d'ouverture. Il ne faut pas oublier aussi l'enjeu d'ouverture parce que jusqu'à présent, nous avons, comme a signalé M. Yann Kam, signé des accords de libre-échange. Et aujourd'hui, les produits transformés, la majorité des produits transformés, à part les produits de base, pour le cas du Maroc, certains viandes ou lait et en partie les céréales transformées sont relativement plus protégés. Mais le reste,
c'est une ouverture. Nous sommes à zéro droit de douane dans tous les accords de libre-échange que nous avons avec les partenaires extérieurs, ce qui empêche aussi même les entreprises nationales émergentes ou bien les startups de se développer. Parce qu'en face, il y a un produit très compétitif qui bénéficie de beaucoup d'avantages et qui vient se placer sur le marché, empêche ces entreprises de se développer. Ceci dit, il est important aussi de souligner que l'ouverture, il est intéressante. C'est grâce à l'ouverture, moi je parle de l'expérience marocaine, que beaucoup de filières et beaucoup de chaînes de valeur se sont développées. Les exemples sont nombreux. On ne peut pas, à mon avis, imaginer dans les pays, par exemple, partenaires de l'Union européenne, développer autant le processus, par exemple, le système de traçabilité, de qualité, de normes et de standards de qualité et de technologie sans cet arrimage à l'Union européenne. Et donc, l'ouverture sur les partenaires, il ne faut pas la sous-estimer. C'est vrai, il y a des problèmes de compétitivité, mais même nous, en Afrique, dans le cadre de la zone de libre-échange ou avec les partenaires extérieurs, on doit rester ouvert, on doit interagir avec les marchés parce que c'est ça qui développe la compétitivité. Un autre exemple que nous avons vécu, nous avons fait une analyse sur les filières lors de l'évaluation du plan Maroc vert, les filières qui ont adopté le plus de technologies. Et ça, c'est important. Et les filières qui ont adopté le plus de technologies sont les filières qui bénéficient d'une ouverture. Contrairement, les filières qui sont protégées sont restées moins développées et moins technologiques que les filières ouvertes. Donc, lorsque tu ouvres, tu travailles pour être au standard et au même niveau de vos compétiteurs. Donc, il y a ces éléments, ces premiers enjeux que je voulais mettre sur la table. Et je reviens, si vous permettez, juste une minute sur la transformation agricole. L'expérience marocaine, je pense, elle est édifiante. Avant 2008, le Maroc était caractérisé, surtout le secteur agricole, par une baisse tendancielle des investissements. Si on le prend depuis les années 80 jusqu'au début ou bien au milieu des années 2000, nous étions sur une baisse tendancielle des investissements. Et donc, le fait de baisser l'investissement a eu des conséquences énormes, des conséquences désastreuses sur la croissance et le développement du secteur agricole. C'est à partir de 2008 qu'il y a une année charnière où on avait vécu la crise alimentaire, la crise financière qui s'est transformée en crise budgétaire pour les pays, etc. Et sans cette volonté d'amener et de drainer des investissements dans le secteur agricole, en rendant justice à l'agriculture. L'agriculture, avant 2008, par exemple, au Maroc, bénéficiait d'un budget d'investissement qui représente moins de 5% par rapport au budget d'investissement total du Royaume, alors que sa contribution au PIB était importante. Et donc, ce déséquilibre constituait en fait une trappe de pauvreté pour les gens. Par contre, lorsqu'on est depuis 2008, on a redressé la situation en drainant plus d'investissements et ce n'est que justice rendue au secteur agricole. Maintenant, nous sommes à des niveaux de 10 et de 12% du PIB et de l'investissement total national qui est adressé à l'agriculture et qui équilibre en fait la participation du secteur agricole à la valeur ajoutée agricole. En termes de résultats de la transformation, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais en termes de résultats, premier résultat, nous avons remarqué une baisse de l'emploi dans le secteur agricole. Et c'est une transformation structurelle à l'image de ce qui se passe dans d'autres économies émergentes. Donc, cette baisse de l'emploi agricole au profit d'autres secteurs, notamment la transformation agricole et les services en milieu rural. Vous savez, dans les 12 dernières années, 400 000 emplois ont été créés en dehors du secteur agricole en milieu rural, c'est-à-dire dans les services ou dans le secteur de la transformation. Et c'est grâce à la transformation du secteur agricole que cette création d'emplois dans les autres secteurs a été rendue possible. Ceci aussi se manifeste par la productivité du travail. L'étude réalisée par le Haut Commissariat au Plan, qui est l'autorité nationale des statistiques, ou le Bureau central des statistiques, selon le système dans les pays, a montré que la croissance de la productivité du travail dans l'agriculture dans les 12 dernières années a été de 7%,
2 fois la productivité du travail gagnée dans les autres secteurs de l'industrie et des services. Et donc, c'est cette productivité qui amène la transformation. Sans cette productivité, la comparaison des prix reçus par les producteurs en termes réels et les prix des intrants en termes réels, nous avons remarqué que les prix aux producteurs, d'une manière générale, c'est-à-dire en termes d'indices, n'ont pas beaucoup bougé, alors que le prix des intrants qui sont importés dans nos pays africains, majoritairement vient de pays développés, surtout la technologie, surtout les intrants, certaines semences de haute performance, etc., a augmenté. Et donc, cette augmentation des prix des intrants face à une stagnation des prix aux producteurs, en l'absence de productivité, le secteur agricole ne pouvait pas s'en sortir de cette situation. Et donc, voici un exemple aussi de transformation du secteur agricole importante et salutaire pour développer la transformation. Tout à fait. Merci en tout cas, M. Arash, pour cette intervention qui aussi pointe du doigt tout l'enjeu de la compétitivité qui est extrêmement important, mais aussi en avant comment, dans certains modèles, l'investissement supplémentaire dans le secteur agricole, en tout cas l'investissement public dans le secteur agricole, a pu amener un début de transformation structurelle du secteur, l'introduction de la technologie qui est aussi importante. Mais bon, on a une entrée en matière très intéressante, d'autant plus qu'il y a une conférence parallèle qui se passe dans le chat des questions-réponses, et je remercie M. Jean-Marie Mani, M. Blaise Thiemo-Diama, M. Cyprien Biao de la FAO et les autres sur ces questions extrêmement pertinentes qui sont en train d'être portées sur le chat et qu'on traitera au fur et à mesure, hein, puisqu'on parlait des défis. Je vais peut-être juste aller dans ce que disait M. Cyprien Biao dans le chat, qui disait qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et qui considérait qu'il y a un certain nombre de points essentiels pour la transformation. Il parle de la gouvernance de l'agriculture qui doit être repensée avec ce public et le privé, la terre et la sécurité foncière qui est un problème à résoudre, l'éducation qui reproduit des citoyens aux compétences inadaptées. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait dans les propos liminaires, où c'est les gens qui peut-être ne sont pas adaptés à d'autres secteurs qu'on envoie à l'agriculture. Oui, système adapté. Les avantages comparatifs régionaux qui doivent être mis en valeur, tout le monde semble vouloir faire la même chose pour mimer l'autre, et les infrastructures de communication qu'ils considèrent comme étant un désastre. Merci pour cette contribution. Et il y a aussi beaucoup de questions, hein, des questions sur notamment la dichotomie entre petits producteurs et coopératives. Dans beaucoup de pays, on a beaucoup critiqué le système de coopérative. Donc, quel équilibre entre les deux? Et aussi, Monsieur Thiemo-Diama qui se demande comment mettre à la disposition des pays des semences appropriées, de matériel outils adéquats, des engrais de dernière génération, etc., pour justement apporter de la technologie dans ce qu'on fait. Et ça rejoint un peu ce que disait Jean-Marie Mani sur les technologies de production industrielle qu'il fallait adapter aux réalités du terrain sans avoir à mimer, faire un peu comme ce qui se fait en Asie, apporter des méthodes de transformation simples qui soient adaptées à notre agriculture. Donc, beaucoup, comme vous voyez, beaucoup de réactions et beaucoup de questions à ce premier tour de table. Je vous ferai réagir là-dessus. Mais mon deuxième tour de table serait de dire, aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux et que, oui, c'est vrai qu'il y a 54 pays, il y a certains qui arrivent, mais en tout cas, globalement, sur le continent, on n'y arrive pas toujours. On est encore beaucoup dépendant du cours des matières premières. On est premier producteur de cacao, mais fortement dépendant du cours des cacao. Il y a 2 ans, la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient subi des problématiques de croissance parce que le cours du cacao avait chuté. Et comme aiment bien le dire certains, le prix du chocolat n'a jamais baissé, donc forcément, ça démontre les limites de la transformation. Aujourd'hui, est-ce que, à la fois, cet avènement de la zone de libre-échange continentale
et la crise du Covid qui a montré quand même les besoins de transformation ne vont pas être des éléments qui vont quand même ouvrir les yeux et permettre d'accélérer cette prise de conscience des États de l'importance de mettre la vitesse supérieure. Monsieur Debar. Disons qu'à votre double question, je répondrai plutôt oui, mais comment dire, on sait bien qu'en la matière, ce n'est pas qu'uniquement une question de logique. C'est-à-dire que, donc ce oui, c'est plutôt, il faudrait que, voilà, on peut espérer que, bien sûr pour la Covid, qui met au premier rang la question de la résilience, hein, qui est, voilà, alors, au fond, jusqu'à présent, la résilience, c'était un mot, bon, voilà, on commençait à le trouver un petit peu partout dans les écrits, mais on ne l'avait peut-être pas vécu à cette échelle-là de manière aussi forte et partout, en Afrique et ailleurs, bien sûr. Et oui, bien sûr, donc déjà, la résilience, je pense, doit nous amener, que ce soit le secteur privé et le secteur public, hein, à réfléchir sur quels sont les points faibles des différentes filières, de tout le système, en fait, qui fait que justement on peine à aller vers plus de transformation. On voit bien que parmi tous les éléments en cause, et qui expliquent aussi d'ailleurs, indépendamment de la question de la résilience, je dirais la relative faiblesse en général de la situation dans le secteur en Afrique, c'est ce qu'on pourrait appeler, alors il y a différents mots pour ça, manque de coordination, d'intégration, certains diraient contractualisation, selon les... Bon, c'est-à-dire que tout ce qui fait que, au fond, les différents maillons des filières arrivent à travailler plus ou moins bien ensemble. Que, comme c'était rappelé tout à l'heure dans le cas du Cameroun, mais je crois que c'était applicable à un très grand nombre de pays, effectivement, oui, si les transformateurs ont affaire à un très grand nombre de petits producteurs, on voit bien tous les problèmes que ça pose. Donc, ça soulève des questions à la fois de logistique, d'infrastructure, mais aussi directement voilà, de ce qu'on appelle coût de transaction, qui inclut également voilà, des questions de contractualisation, d'approvisionnement, d'être sûr qu'on va disposer et des intrants et puis qu'on va pouvoir livrer ce qu'on aura transformé. Donc, toutes les questions de coordination qui sont extraordinairement importantes. Et on s'aperçoit à l'occasion d'une crise comme celle de la Covid que quand il y a des défauts de coordination, justement, ben, le système est d'autant plus faible. Donc, probablement, ça devrait nous inciter à réfléchir réellement sur ces questions de coordination, mais qui, encore une fois, recouvrent eux-mêmes des dispositifs et tout un ensemble de choses. Concernant la zone de libre-échange continentale, alors, une ou deux réflexions à ce sujet. Première réaction, ça va bien sûr dans le bon sens. Bien sûr, au sens où on peut penser que, d'abord, de par ses effets macroéconomiques, généralement, et que l'agriculture devrait bénéficier de ces effets macroéconomiques, les entreprises de transformation agricole pourraient bénéficier petit à petit d'économies d'échelle, et que ce serait finalement une manière d'accélérer, de se diriger en tout cas vers un peu plus de spécialisation régionale, donc de faire valoir les avantages comparatifs régionaux qu'un des participants à la conférence soulignait tout à l'heure. Cela étant, après oui, plutôt ça va dans le bon sens, il y a quand même quelques facteurs d'inquiétude, je ne sais pas, en tout cas d'interrogation. J'en citerai au moins deux. Plus de libre-échange, plus de marché, donc ça veut dire des perdants et des gagnants. C'est normal, c'est le jeu du marché. Si on veut que ça se passe bien ou pas trop mal sur un plan social, il vaut mieux prévoir des mécanismes d'accompagnement ou de compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les questions que l'on évoquait avant même de rentrer dans ce débat à l'instant, de manière générale de faiblesse d'intervention, risquent de se poser avec encore plus d'acuité au fur et à mesure où on libérera encore plus le marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut moins de marché, ça veut probablement dire qu'il faut arriver à accompagner plus et mieux. C'est une première chose. Donc ça, c'est une réflexion qui renvoie probablement à chaque gouvernement, peut-être aussi aux institutions de chaque communauté économique régionale, dont le degré de développement institutionnel est plus ou moins développé, peut-être à un moment donné au niveau de l'Union africaine elle-même, mais bon,
ça suppose d'être un bon politique, un saut politique qui est évidemment difficile. En tout cas, qui est lancé et qui n'est pas encore abouti. Et puis, une deuxième réflexion, toujours sur la zone de libre-échange, on l'a au fond déjà un petit peu rapidement abordée, c'est celle de la protection extérieure. C'est-à-dire que c'est une chose que de réduire, voire de supprimer des barrières internes aux pays africains. Mais quid des protections sur les produits agricoles, agroalimentaires, qui seront instaurées aux frontières de l'Afrique. Alors, aujourd'hui, ce projet de zone de libre-échange, c'est exactement ça, une zone de libre-échange. Ce n'est pas une union douanière. C'est-à-dire que chaque pays, si je comprends bien, hein, chaque pays conservera la possibilité d'avoir son propre tarif extérieur. Alors, il me semble qu'il est prévu d'aller vers une harmonisation, en tout cas à un moment donné de poser la question, de mettre ça sur la table, mais on voit bien aussi que c'est long et ça sera long et difficile. Et en même temps, c'est une question cruciale parce que si le grand rêve, et je dis ça très positivement, de la zone de libre-échange doit être réalisé, c'est-à-dire faire en sorte que véritablement les forces vives africaines dans le domaine agricole, agroalimentaire arrivent à profiter de ce grand marché. Encore faut-il être sûr que cet effort-là ne sera pas ruiné ou en tout cas considérablement affaibli par des niveaux de protection aux frontières qui viendraient contredire, voire même annuler ce dispositif-là. Donc, je pense qu'on a là un point qui ne fait pas directement partie, puisqu'encore une fois, on ne construit pas une union douanière, mais en même temps, ça va conditionner le succès, en partie en tout cas, de cette union douanière. Et donc, voilà, ce sont des choses dont on parle, à mon sens, un petit peu trop peu quand on évoque tout le potentiel existant, bien sûr, par ailleurs, de la zone de libre-échange continentale. Mais bon, pour vous rassurer, M. Debar, en fait, on va quand même vers un démantèlement tarifaire quasi total sur le continent avec, bien sûr, des conditions d'accès qui seraient gérées de manière continentale pour tous les produits extérieurs. Donc, on finira par avoir un tarif extérieur commun, je pense. Donc, c'est vrai que ça va prendre du temps. Voilà. Ça va prendre du temps à se mettre en place, je suis d'accord avec vous. Mais ça va prendre du temps, voilà. Et le niveau auquel les tarifs seront fixés pour les différents produits, on l'a vu au fond, quand les différentes communautés économiques régionales, je pense en particulier à la CEDEAO, les différents pays, pendant longtemps, plusieurs années, ont discuté du tarif extérieur commun et sont arrivés effectivement à 3 bandes, je crois, aujourd'hui. On a vu l'extraordinaire difficulté à bâtir ce tarif extérieur commun et on voit aussi d'ailleurs qu'un certain nombre de pays ne le respectent pas, ou en tout cas arrivent à trouver soit des dérogations, soit, quelles que soient les raisons, bonnes ou mauvaises, en fait c'est comme ça, ne le respectent pas. Ce qui d'ailleurs, c'est intéressant parce que au-delà du fait de ne pas respecter, ça traduit quand même certaines difficultés réelles. Quand par exemple le Sénégal en 2005 a fermé ses frontières à la volaille, alors même qu'à l'époque, dans UMOA, le tarif devait être autour de 25 à 30%. 25 à 30%. Bon, visiblement, ce n'était pas assez. En tout cas, le gouvernement sénégalais a jugé que, bon, alors, a interdit l'importation de… Mais alors, ce que je veux dire par là même, c'est que la façon dont les gouvernements se comportent par rapport à leurs engagements signale également les véritables difficultés. Tout à fait. Et que donc, certes, il faudra négocier en parallèle, en quelque sorte, sur ce tarif extérieur commun, mais on sait que ça sera long et difficile et que beaucoup de choses, en fait, vont se jouer à ce niveau-là. D'accord. Monsieur Arash, si vous pouvez réagir sur cette opportunité que donne la zone de libre-échange continentale et aussi sur la crise Covid, ce que ça a apporté comme élément d'accélération éventuelle. Et sachant que monsieur Debar a beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir de la coordination de l'intégration et aussi à évoquer les inquiétudes face à ce lancement de la zone de libre-échange continentale. Oui, absolument. Je suis d'accord avec monsieur Debar dans l'ensemble. La ZLECAf est une plateforme prometteuse, ça c'est sûr, parce qu'on est face à un marché, un grand marché pour tout le monde. Donc c'est un marché, disons, à terme, un marché commun où chaque pays peut
exporter, donc ça va donner l'opportunité aux entreprises, surtout de transformation agricole, de développer des tailles critiques pour faire face et pour répondre aux besoins des différents marchés. Donc, l'opportunité, elle est réelle. L'autre chose, c'est que moi, je suis convaincu que nous, en Afrique, c'est-à-dire pris dans son ensemble, nous avons la possibilité d'être suffisants et d'exporter beaucoup de produits que nous importons aujourd'hui. L'exemple a été donné par M. Rabelais sur le chocolat et sur l'huile de palme. On peut faire beaucoup aussi sur les huiles. On peut faire beaucoup sur le cacao, sur le café, sur le sucre aussi. Sur le sucre, il y a d'énormes potentiels sur le sucre. Et donc, à mon avis, il y a la plateforme, la ZLECAf est une plateforme prometteuse. Mais qui va faire en fait la ZLECAf? C'est ça la question. Si le secteur privé, et donc 90% des ambitions affichées sur la ZLECAf doivent être portées par le secteur privé. Bien sûr, le secteur public doit jouer un rôle et donc venir compléter pour que le tableau soit aussi favorable au commerce. Aujourd'hui, au-delà des tarifs, c'est-à-dire supposons qu'on va signer que cet accord de libre-échange est entré en vigueur. Bien sûr, il est entré en vigueur en 2021 puisque disons, le quorum a été atteint pour les pays qui ont ratifié, qui ont déposé leurs instruments de ratification. Mais au-delà des tarifs, est-ce que nous avons par exemple des procédures douanières standardisées? Est-ce qu'il y a des règles et des règlements, des schémas de recours, des schémas clairs, transparents, une bonne gouvernance au niveau de la gestion des ports? Est-ce qu'il y a une bonne infrastructure pour profiter de la zone de libre-échange? Ce sont les vraies questions qui sont posées par le secteur privé. Lorsque il y a une étude, moi j'ai assisté en tant que participant à un débat sur un webinaire sur le potentiel de développement aussi de la zone de libre-échange en Afrique et les opportunités qu'elle offre. Il y a un intervenant, je me souviens d'un intervenant qui a souligné juste un petit problème, par exemple la gestion des ports. Il a dit que si on améliore la gestion des ports je ne sais pas, 20%, 15%, on va doubler les recettes. On va doubler la valeur disons, le gain qui pourrait être gagné au sein de la zone de libre-échange. Donc, au-delà des tarifs, on s'est mis d'accord, 90% seront éliminés, il y a une liste, etc. Mais après, il faut qu'on travaille sur la transformation, sur l'intégration économique, sur les institutions, sur les procédures douanières, sur la standardisation des formulaires. C'est des choses pratiques pour les entreprises. Là, bien sûr, il y a un autre souci qui a été posé par monsieur Debar, c'est ce que j'appelle moi le grand écart. Est-ce que dans la majorité des pays africains, et surtout des groupements économiques, nous avons des accords aussi avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec la Chine, je ne sais pas avec quel autre groupement. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va appliquer, aligner ces pays sur les normes disons, les niveaux tarifaires de la zone de libre-échange, ou on va faire l'inverse? On ne sait pas quoi faire, c'est-à-dire qu'il faut être réaliste, il faut qu'on dise les choses comme ils se présentent pour qu'on puisse apporter des réponses. Par exemple, au Maroc, nous avons un accord de libre-échange dans le cadre de la Ligue arabe. Donc, tous les produits sont à zéro droit de douane, mais il n'est pas totalement mis en œuvre. Nous avons un accord de libre-échange avec l'Union européenne, nous avons un accord de libre-échange avec les États-Unis, nous avons un accord de libre-échange avec les Émirats arabes unis, nous avons un accord de libre-échange dans le cadre de l'accord quadrilatéral avec l'Union européenne. Nous avons aussi les accords pan-Euromed. Et en même temps, nous avons les accords de la ZLECAf. Donc, ce sont des choses qu'il faut penser pour se prononcer sur le vrai bénéfice qu'on doit tirer. Et le vrai bénéfice, je pense, viendra d'un investissement des gouvernements dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire sur les aspects institutionnels et les aspects d'investissement, et bien sûr du secteur privé,
qui doit vraiment avoir cette dimension africaine et on doit la développer en l'appuyant, l'accompagnant, lui donner les financements nécessaires, les incitations commerciales nécessaires. Merci. Merci beaucoup, M. Arrache, pour cet éclairage et qui met effectivement sur la table cette implication importante du secteur privé, parce qu'on est d'accord que le moteur de la zone de libre-échange continentale, même si c'est le public qui négocie, va être le secteur privé qui va profiter de cette dynamique. Monsieur Yankam, vous m'entendez? Donc, les uns et les autres, à un moment, vous êtes déconnectés, mais les uns et les autres ont réagi sur l'impact que pourrait avoir en termes d'accélérateur la zone de libre-échange continentale et cette crise du Covid dont on n'est pas encore sorti et qui peut-être a remis au centre du débat la transformation de nos secteurs agricoles et la transformation des produits agricoles. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? Et ensuite, je vous interpellerai les uns et les autres sur cette transformation où chaque pays veut transformer. Et on l'a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt de la vraie coordination régionale, des pôles de transformation régionale, au lieu que chaque pays veuille transformer le peu de produits qu'il a localement? Monsieur Yankam. Monsieur Yankam. Bon, en attendant que M. Yankam puisse revenir à nous, je reviens vers vous, M. Debar et M. Arrache. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation, on a parlé de cette problématique de disponibilité de produits. Je prends des exemples, l'exemple de la mangue, l'exemple du cacao, etc. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent d'avoir des pôles régionaux de transformation plutôt que des pays qui transforment individuellement? Et ça rejoint un peu le point de coordination que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas qu'on rentre dans des dynamiques de politique de transformation agricole à des dimensions plus régionales? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Arrache, ensuite Monsieur Debar. Oui, absolument. Moi, je pense que la crise Covid remet sur la table les faiblesses des chaînes de valeur en général et des chaînes de logistique et d'approvisionnement d'une manière globale. Parce que les faiblesses et les failles étaient là. La Covid les a mis en exergue et donc on s'est rendu compte qu'il y a des faiblesses qu'il faut combler. Maintenant, c'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord sur l'investissement parce que nous sommes aujourd'hui, dans le cadre de la zone de libre-échange africaine, nous sommes face à des petits pays quand même. Nous n'avons pas beaucoup de grands pays au niveau du continent africain et la majorité des pays sont des petits pays avec pas beaucoup de moyens pour être réalistes, avec pas beaucoup de capacités aussi. Et donc, le choix d'avoir des plateformes régionales, bien sûr, dans le cadre d'une vision globale de l'investissement. Ceci dit, il ne faut pas que cette vision régionale se transforme en un déséquilibre territorial au niveau de l'Afrique. Par exemple, je peux imaginer, par exemple, dans l'Est, où l'Éthiopie, maintenant, on parle d'un grand potentiel de production de sucre, peut se transformer en un pôle régional de la production de sucre, bien sûr, soutenu avec les gouvernements, à travers aussi l'Union africaine, à travers les institutions aussi financières de l'Afrique, pour que ce soit des investissements à portée régionale qui visent non pas uniquement un bénéfice national, mais un rôle dans la sécurité collective du continent africain. Je peux imaginer aussi dans l'Afrique de l'Ouest, de grandes industries aussi de transformation dans l'Afrique du Nord. Et comme ça, on peut imaginer un territoire où on se complète et la taille critique permet de créer les conditions aussi de la rentabilité, de la durabilité des investissements dans le continent. Mais si on part dispersé, on dit que chaque pays veut gagner le maximum, et au lieu d'aller dans
disons, dans un esprit de coopération économique distributif, ça serait difficile pour le continent d'atteindre les objectifs en matière de transformation, vu les défis que j'ai mentionnés au début, notamment les défis d'ouverture, de compétitivité, de disponibilité de la matière première, de taille critique, etc. OK, Monsieur Debar. Oui, je pense que ce qui est posé, c'est la possibilité et l'intérêt de dispositifs finalement de mutualisation à travers des coopérations régionales. Il est bien évident que pour certaines choses, dans certains secteurs, la question de la mutualisation peut être un véritable atout, un véritable avantage. Et je pense que ça s'applique en particulier aux infrastructures d'une manière générale. L'infrastructure matérielle est bien évident que l'intérêt d'avoir une route ou une voie ferrée, en général, ça ne s'arrête pas à la frontière de l'État. Et que donc, il faut, voilà, déjà, entre différents pays, hors ça, il y a probablement encore pas mal de progrès à faire. Mais au fond, également des infrastructures d'ordre plus immatériel. On a un petit peu parlé jusqu'à présent des questions de données, de connaissances, donc de la data et tout ce qui, de manière générale, relève de cette immense avancée dont on commence à peine à voir les fruits, et qui probablement, là encore, va demander, oui, mais surtout, si on travaille de manière coopérative, on peut en espérer des retombées collectives qui seront bien supérieures à ce qu'on pourrait avoir si chacun procédait dans son coin. Parce qu'il s'agit véritablement, au fond, là, pour les exemples que l'on a cités sur ces questions-là, il s'agit finalement de biens publics, ou en tout cas de biens collectifs. Et quand on parle de biens de cet ordre-là, on a intérêt effectivement à y aller en ordre groupé, si je puis dire. Merci beaucoup pour ces réactions. Je pense que M. Yankam a toujours les problèmes de connexion. On va en profiter pour un peu reprendre quelques questions sur le chat. Donc, j'ai beaucoup de questions sur la jeunesse et l'agriculture, en disant que M. Innocent Molo qui nous dit que les jeunes africains sont actuellement vraiment désintéressés par le secteur et pourtant c'est des acteurs incontournables pour nourrir l'Afrique de demain. Quelle stratégie mettre en place pour engager les jeunes dans l'agriculture en Afrique? Monsieur Mani qui parle de vraiment étudier les avantages comparatifs importants pour pouvoir justement concentrer sur ces avantages comparatifs et notamment l'agriculture biologique qui aujourd'hui est un élément où l'Afrique peut se positionner fortement. On parle de toutes ces pertes post-récolte et ça rejoint un peu le sujet du désenclavement dont on parlait, comment optimiser pour réduire ces pertes post-récolte pour vraiment faire en sorte que l'agriculture tire profit de tous ces éléments. Bon, on parle aussi de l'élevage, certains, de l'importance de l'élevage dans le secteur. Voilà, la dissémination des petits agricoles, la construction de chaînes de valeur. Là aussi, M. Brahim Alali qui parle d'approche de construction de chaînes de valeur régionales pour le secteur agricole et agroalimentaire, que ce sont les chaînes de valeur qui vont permettre d'identifier qui fait quoi, quelles contraintes logistiques, financières et infrastructurelles. Un travail qui transcende les ministères de l'Agriculture, mais qui doivent englober toutes les autorités du commerce et de l'industrie, de même que le privé. Donc, M. Tchemo Diamin qui dit que c'est très lourd de créer des pôles de transformation parce qu'il va falloir transporter la matière première d'un pays à l'autre, ce n'est pas toujours réalisable. On pourrait y conduire des produits semi-finis. Donc, oui, c'est quand on dit chaîne de valeur, après, il faut tirer les avantages des uns et des autres.
Moi, pour le dernier tour de table, et en liaison avec lui, je vous dirais aujourd'hui, selon vous, quelles sont les solutions pragmatiques qui permettraient réellement d'arriver à transformer l'agriculture en transformant les produits, pour répondre un peu aux interrogations sémantiques. Ouais. Si vous permettez peut-être une ou deux réactions, et d'ailleurs qui rejoignent certaines des questions que vous avez évoquées, M. Diop, et des points aussi qu'on a, je crois, un petit peu évoqués précédemment. Sur la question de l'emploi. Au fond, quand on parle de la nécessité de la transformation du système agricole, alimentaire en Afrique, on fait référence à deux grands défis, hein, sécurité alimentaire et emploi. Il y en a probablement d'autres, je simplifie, mais enfin, ces deux-là sont suffisamment énormes pour qu'on s'y attarde. Sur la sécurité alimentaire, je n'y reviens pas, mais sur l'emploi, parce que je pense que ce défi à relever est directement en relation avec le sujet de notre webconférence. En effet, peut-on véritablement attendre des créations d'emplois dans le secteur de la production agricole? Alors, bien sûr qu'il s'agit de faire en sorte que les jeunes agriculteurs, ceux qui s'installent dans la production agricole, ceux qui démarrent, il s'agit que les conditions soient suffisamment attirantes et également qu'ils puissent en tirer un revenu attractif. Donc, bien sûr, il y a tout un ensemble de conditions qui doivent être réunies. C'est évidemment très important d'avoir du sang neuf qui va travailler dans la production agricole. Et je pense que d'un point de vue global, d'un point de vue macroéconomique, si vous voulez, et M. Arash y a fait allusion tout à l'heure, lorsqu'il a dit qu'on constatait une réduction de la part de l'emploi dans la production agricole au bénéfice d'autres secteurs, notamment celui de la transformation des produits agricoles. Bon, c'est un phénomène que l'on constate historiquement dans tous les pays du monde. Bon. Donc, ce n'est pas en soi forcément un mauvais signe que d'avoir une réduction d'emploi dans le secteur de production agricole en tant que tel, à condition, bien sûr, que l'emploi augmente dans les autres secteurs, en particulier la transformation. Or, on sait bien qu'il y a probablement là, dans le secteur de la transformation, mais également dans tous les autres secteurs qui sont, voilà, industrie et services également, d'accompagnement en amont, en aval de la production agricole, qui sont des gisements d'emploi tout à fait importants. Et je soulignais que, notamment donc, en direction des jeunes, probablement en direction des femmes également, qui sont de catégories, si je puis dire, qui rencontrent le plus souvent des difficultés en termes d'accès aux ressources, d'une manière générale, hein, qu'on parle de la terre, qu'on parle du crédit ou encore d'autres choses. Donc, il me semble, voilà, et on revient, enfin, on est bien là plutôt dans notre sujet, celui de la transformation des produits agricoles. Il me semble que sur ce grand défi de l'emploi, et notamment donc, par rapport aux femmes et aux jeunes, les PME du secteur agroalimentaire sont véritablement un maillon, alors qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas unifié. C'est peut-être d'ailleurs du point de vue organisationnel et de représentation par rapport au gouvernement en particulier, c'est peut-être un problème parce que c'est un secteur qui est assez éclaté. On parle de différents métiers. Et puis, comme il y a beaucoup de PME, bon, ils peinent un peu à s'organiser, à être représentés. Et pourtant, il y a là, je crois, tout un enjeu très, très important. Et il me semble, pour aller très rapidement, que ce maillon donc, des filières agroalimentaires a des besoins spécifiques. Et ces besoins spécifiques, alors, je ne vais pas revenir sur les infrastructures, on en a déjà parlé évidemment, mais il y a la question du crédit, qui bien sûr se pose aussi aux agriculteurs. Mais ô combien pour les PME. Enfin, je n'ai pas rencontré, moi, en discutant avec un chef d'entreprise de PME, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui tout de suite me dise pratiquement que le numéro 1 est depuis longtemps. Et j'ai l'impression que depuis que je m'intéresse à ces questions-là, qui commencent à faire quand même quelques années, cette question du financement, alors on disait tout à l'heure, on parle de la transformation depuis des années, on pourrait dire la même chose du crédit. Au fond, comment se fait-il que ça ne progresse pas plus? Parce qu'encore une fois, tous les témoignages que j'ai montrent que malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, le crédit, et puis voilà, tout ce qui est, je dirais, formation. Voilà. Si j'avais uniquement ces deux choses-là à citer, évidemment, il y a autre chose. Mais
Voilà, ça me semble des besoins spécifiques aux PME et sur lesquels ça tient à la fois à de l'organisation du secteur privé, ça tient aussi à de l'effort public, et on revient aux fameuses priorités avec lesquelles on a démarré notre webconférence. Merci, Monsieur Debar. Effectivement, je pense que l'exemple, tout à l'heure, vous parliez de l'emploi, effectivement, l'exemple dont parlait M. Arash est révélateur. C'est vrai que ce n'est pas certain que ça crée de l'emploi, mais en tout cas, peut-être qu'il peut y avoir des vases communicants d'emploi entre l'agriculture et la transformation. Et vous insistez sur la PME et justement sur le fait que ça joue un rôle moteur. Et d'ailleurs, sur le chat, on a M. Xavier Bernard, Frédéric Meka, du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale au Cameroun, qui insiste aussi sur le fait que la PME doit être mise au centre de ce développement et de cette transformation agricole. Monsieur Arash, vos réactions par rapport à cela? Oui, je saute aussi sur l'occasion par rapport disons, aux participants qui a souligné la question de la jeunesse. C'est important. Pourquoi? Parce que, comme l'a souligné M. Debar, c'est un sujet, je pense, d'actualité, c'est un sujet de première priorité, parce que lorsqu'on parle de la transformation du secteur agricole, j'ai dit au début que la croissance elle est insuffisante. Il ne faut pas uniquement parler de la croissance, mais d'autres facteurs. Donc, parmi ces facteurs, il y a aussi l'inclusivité. Il faut que cette croissance soit inclusive pour que la répartition de la richesse, pour que tous les segments de la société ou bien disons des acteurs puissent bénéficier des fruits de cette croissance, dont les jeunes. Aujourd'hui, le phénomène de désintéressement des jeunes de l'agriculture n'est pas marocain ou africain ou ici mondial. Et mondial, moi, dans le cadre de la préparation de la nouvelle stratégie agricole, j'ai travaillé sur différents pays pour voir qu'est-ce qui se passe avec les jeunes. Eh bien, je n'ai pas trouvé un pays où les jeunes sont intéressés par l'agriculture, y compris en Europe, y compris dans les pays de l'Asie, y compris en Amérique latine. Et donc, cette orientation des jeunes vers d'autres secteurs, elle est justifiée par le fait que ces jeunes considèrent le secteur agricole comme un moyen de subsistance. Lorsque tu es dans des contextes de faible revenu, de faible productivité, de difficultés d'accès à la terre et au financement. Donc, en fait, proposer un business à un jeune dans ces conditions, c'est lui proposer une option de pauvreté. Alors, c'est pour cela que je pense que l'agriculture doit être présentée aussi et la plaidoirie qu'on doit faire de l'agriculture auprès des jeunes, c'est que c'est un secteur de business, c'est un secteur où on peut innover, on peut développer, on peut créer des choses. Et c'est possible. L'expérience marocaine, tout au long du plan Maroc Vert avant, et avec la nouvelle stratégie Génération Green, qu'est-ce qu'on a remarqué aussi? Qu'il y avait un obstacle, il faut le dire franchement, c'est l'accès au financement. C'est-à-dire des jeunes peuvent avoir la possibilité de créer leur exploitation, de créer des sociétés de services en agriculture, mais lorsqu'on arrive au financement, les banques demandaient des garanties à ces jeunes, alors que ces jeunes viennent de démarrer dans la vie. Donc, comment? S'ils avaient des garanties, ils n'auraient pas eu recours aux banques. Et c'est pour cela qu'il y a une initiative royale récente de ce qu'on appelle le programme Intelaka, c'est-à-dire départ. Ce programme Intelaka a mis en place un financement garanti par l'État au profit des jeunes. Et c'est très important. Et donc, le rôle du gouvernement a un rôle clé, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Les jeunes, ils ont besoin d'accompagnement et de soutien. On leur donne du crédit, mais attention, il ne faut pas leur dire que ce crédit, c'est le début de poursuites, disons, d'emprisonnement, etc. Parce qu'il y a ces soucis, il faut les dire. Maintenant, avec les types de crédits qu'on a mis en place récemment avec l'impulsion royale, c'est que ces jeunes peuvent bénéficier d'un crédit, mais on ne va pas leur demander des garanties. Les garanties, c'est le projet. C'est-à-dire, s'il fait son projet, c'est le projet, c'est l'idée du projet, c'est ce qu'il va créer qui est la garantie, et pas des immobilisations ou bien la caution personnelle, ça n'existe plus. Ce qui a encouragé les jeunes à demander des crédits, à commencer à penser à mettre en place leur entreprise. Mais attention, pour les jeunes, le crédit,
Alors, même si on fait 0% d'intérêt, ce n'est pas uniquement le seul moyen d'encourager et de créer l'emploi à travers l'entrepreneuriat, mais l'accompagnement. Dans toutes les expériences mondiales, l'accompagnement est clé. Et donc là aussi, le rôle du gouvernement d'accompagner les jeunes depuis la création jusqu'à et dans le processus de production et post-création, comme on l'appelle, est crucial et important. Et ça va permettre de rendre confiance et de reprendre la confiance des jeunes dans l'agriculture, qui reste un secteur stratégique, un secteur important, un secteur porteur, surtout avec les moyens aujourd'hui du digital et d'innovation qui peuvent se présenter. Les jeunes peuvent être, sont les mieux indiqués pour porter cette, disons, transformation digitale du secteur agricole. Donc ça, c'est globalement pour les jeunes. Et je reviens à la question sur la transformation, c'est-à-dire sur les investissements, pour développer les investissements en Afrique. Je pense qu'il y a trois soucis, à mon avis, qui doivent être résolus sur le développement de la transformation en Afrique, que ce soit à l'échelle régionale. À l'échelle régionale, c'est des investisseurs, c'est des grands investisseurs. Et donc, il faut créer les conditions pour les grands investisseurs pour venir et s'installer. Bien sûr, les investissements vont se passer. Nous sommes dans le domaine du privé et donc dans le domaine de la rationalité, dans le domaine de la recherche du profit. Et les gens vont s'installer là où les conditions sont favorables, là où les ressources le permettent, là où les coûts sont le plus bas. C'est pour cela que je parlais, par exemple, lorsque je parle du chocolat, par exemple, des industries de chocolat, on voit le Ghana, la Côte d'Ivoire, de ce côté de l'Afrique de l'Ouest, on peut voir émerger et se développer des grands pôles de transformation. Moi, je pense que c'est faisable. Et en même temps, lorsqu'on parle de canne à sucre, c'est là, c'est à l'est, dans le Soudan, l'Éthiopie, il y a beaucoup de terre, beaucoup d'eau, donc, et c'est là où on peut se développer. Je reste sur les trois enjeux avant de terminer. Je donne un exemple de l'expérience marocaine. La dynamique créée, par exemple, par le plan Maroc vert, sur 12 années, il a permis d'enregistrer une croissance soutenue en termes constants de l'ordre de 6%, par exemple. Donc, le secteur a créé de la dynamique, mais l'agro-industrie n'a pas profité de cette dynamique. C'est la réalité, parce qu'on aurait aimé voir l'agro-industrie se développer beaucoup plus vite, vu la nature du secteur et de l'industrie. C'est-à-dire l'industrie a moins de contraintes pour se développer que le secteur agricole. Mais il n'a pas profité de cette dynamique. Et lorsqu'on a fait le diagnostic, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que ces entreprises ont besoin de quoi? Ont besoin d'incitation à l'investissement, parce que l'investissement n'est pas toujours rentable. Il faut faire attention, parce que j'ai dit, les défis d'ouverture, de la compétitivité et des soutiens externes des produits qui sont importés dans nos pays en Afrique sont soutenus en termes de logistique, en termes de matières premières, et donc il faut des incitations à l'investissement. Pour que l'investissement il faut des incitations à l'exportation. Les entreprises ont des difficultés à accéder au marché, parce que même lorsqu'on examine au Maroc ou dans un autre pays qui est la structure des entreprises exportatrices, malheureusement, on reste sur des entreprises traditionnelles, On ne trouve pas de nouvelles entreprises qui se positionnent. Et donc, ils ont besoin aussi de soutien et d'accompagnement pour aller sur le marché. Et puis, il faut un soutien à la commercialisation des produits. Lorsqu'on parle de commercialisation, ce n'est pas uniquement la vente, c'est le labeling, c'est le packaging, c'est le transport, c'est le stockage, c'est la certification. Et donc, tout ça aussi doit faire l'objet d'accompagnement. Et je pense que c'est tout bénéfice, parce qu'il va enclencher une dynamique de la transformation des produits agricoles dans notre continent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Arash, pour ces pistes et ces orientations importantes. Un dernier mot, Monsieur Debar, avant que je donne la main à Khadija pour clôturer. Non, je pense que ce que M. Arash vient de dire sur ce que j'appellerais moi une combinaison de l'effort privé, et qui est bien naturel, c'est la réponse à un marché, c'est la raison d'être même du secteur privé et de l'accompagnement par le public, et en particulier sur le crédit et sur l'accompagnement technique d'une manière générale. Je suis absolument d'accord. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges. C'est dommage que M. Yamkam Rablé ait eu des problèmes de connexion, mais bon, ça fait partie des risques du digital. Il a eu à intervenir sur les 2 premiers tours, mais après, malheureusement, il n'a pas pu partager ses points de vue. En tout cas,
c'est un débat qui a suscité beaucoup de points et de questions. On n'a pas moins de 36 questions sur le chat. Bon, on a essayé de répondre aux uns et aux autres. Il y a certains qui nous disent pourquoi vous ne nous donnez pas la parole. On souhaiterait prendre la parole, notamment certains producteurs. Mais bon, c'est les règles de panels comme cela. On a pris des experts pour intervenir. Et bon, on vous a donné l'opportunité de poser des questions. Et je pense qu'on a essayé de balayer au maximum toutes ces questions. En tout cas, l'agriculture est un enjeu majeur pour le continent. On a un grand défi de transformer cette agriculture. Cette transformation de l'agriculture passe par la transformation des produits, parce qu'effectivement, l'Afrique produit, mais ces produits ne sont pas suffisamment transformés. Beaucoup sont perdus au moment des récoltes pour des questions de logistique, pour des questions de politique, mais que derrière, pour cela, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique pour y arriver. Merci en tout cas à tous. Et Khadija, je te donne la main pour la clôture et pour le rendez-vous de cet été. Merci Abdou pour ta brillante modération. Je remercie nos chers speakers pour ce partage d'expérience. Je remercie aussi l'ensemble des participants de nous avoir suivis. Merci à nos partenaires de nous avoir accompagnés lors de cette série Africa AgriForum Live. Je vous donne rendez-vous pour une 3e édition le 21 avril à midi GMT. Très bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.